Quand nous avons fait de la géométrie jusqu'à maintenant, nous dessinions des figures, des points, un segment sur une feuille de papier. Quand on voulait représenter une droite, en fait, on ne parvenait qu'à représenter une toute petite partie de la droite, puisque la droite, elle est illimitée dans deux directions. Donc en fait, il faut absolument qu'on imagine que cette feuille de papier sur laquelle on travaillait, elle est illimitée, elle est infinie, elle est illimitée dans toutes les directions, cette feuille de papier. Bien, si vous imaginez cette feuille de papier infinie, vous avez une idée de ce qu'est un plan. En fait, jusqu'à présent, nous avons travaillé en géométrie dans le plan. C'est-à-dire quand nous avions une figure à tracer, un rectangle, nous parvenions à le faire dans le plan. Maintenant, si on veut travailler avec des solides, avec des objets comme le pavé droit, on ne parvient pas à les mettre dans un plan. Donc en fait, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on travaille dans tout l'espace. Alors, travaillons dans tout l'espace. Puisqu'on est dans l'espace, on peut très bien imaginer des plans différents. Voici par exemple un plan que j'ai symbolisé par un petit carré de papier. Eh bien, ce plan, il faut s'imaginer qu'il continue dans toutes les directions. Il est illimité. On peut lui donner un nom, on va l'appeler par exemple P2, ce plan. Puis on pourrait imaginer un autre plan, P1. Si je place ces plans de cette façon, comme ceci, ils ne se rencontreront jamais. On dit que ces plans sont parallèles. Ils n'ont aucun point commun. Il faut imaginer que ces plans continuent tous les deux dans toutes les directions. Ils n'ont aucun point commun. On dit qu'ils sont parallèles. Alors pour que ça se voit à la caméra, voilà par exemple deux plans parallèles, comme ceci. J'ai mes plans parallèles. Je viens de tracer sur le plan P1 deux droites séquentes, D1 et D2. Bien, dans notre tête, c'est clair, on imagine toujours que les droites sont illimitées, le plan est illimité dans toutes les directions. Si je prends une autre droite, ici symbolisée par ce crayon, si je prends une autre droite et que je m'arrange pour que cette droite soit perpendiculaire aux deux droites en même temps séquentes de ce plan. Regardez bien, j'ai maintenant ma droite qui est perpendiculaire à la fois à D1 et D2. On dit tout naturellement que cette droite est perpendiculaire au plan. Pour qu'une droite soit perpendiculaire à un plan, il suffit que je trouve deux droites séquentes du plan qui soient perpendiculaires à la droite en question. Regardons ici cette droite. Si j'approche le plan de cette manière, en imaginant que le plan s'étend dans toutes les directions, il n'y aura aucun point commun avec la droite. Alors je peux aussi incliner le plan différemment. J'ai ici le plan qui est parallèle à la droite. Quand une droite n'a aucun point commun avec un plan, on dit à ce moment-là que la droite est parallèle au plan. Prenons une petite boîte d'allumettes qui a la forme d'un pavé droit. Nous avons différentes faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, vous les connaissez. On a les arêtes. Eh bien, si nous parlons de plan maintenant, nous avons ici un plan. Cette face ici, c'est le début d'un plan. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce plan ici et du plan qui se trouve ici? Donc, qui correspondent à ces deux faces. Eh bien, ces deux plans n'ont aucun point commun.
on dit que ces plans sont parallèles. De la même façon, ces deux faces ici, qui sont la représentation des deux plans, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux plans? Ils sont parallèles. Il en va bien sûr de même pour ces deux plans ici. Si je regarde toujours la boîte d'allumettes, si je regarde par exemple cette face ici, avec la photo, et puis cette arête qui se trouve ici, que vous voyez ici, à cet endroit, cette arête ici. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette arête par rapport à cette face? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire de la droite correspondante, de cette droite, par rapport à ce plan? Eh bien, cette droite, elle est perpendiculaire à deux droites sécantes du plan en question. Donc, cette arête, ici, cette droite, est perpendiculaire à ce plan. De la même façon, cette droite ici est perpendiculaire également à ce plan. Alors, il y a beaucoup de situations dans notre pavé droit qui correspondent à cela. Enfin, dernière chose, si je prends cette droite ici, et que je regarde le plan qui se trouve ici, en dessous, et qui correspond, qui est face à cette photo. Cette droite n'a aucun point commun avec le plan du dessous. Cette droite est parallèle au plan. Nous avons ici un solide dans l'espace. Une section d'un solide, elle est obtenue quand on coupe le solide à l'aide d'un plan. Par exemple, le plan que j'avais tout à l'heure. Alors, pour pouvoir couper ici le solide, je peux prendre ici cette lame qui va symboliser un plan. Donc, je coupe ici mon solide et j'obtiens une surface ici. Vous la voyez, cette surface, qui est la section du solide. Je peux très bien incliner davantage le plan. C'est-à-dire que ici, quand je réalise cette section, je ne traverse pas entièrement le solide. Vous voyez comment par mon plan, c'est aussi une section. Les sections ne se font pas forcément en ayant traversé entièrement le solide. Vous voyez, il reste une partie ici du solide. Cela dépend de la façon dont je tiens le plan. Donc la section d'un solide, c'est la surface qu'on obtient ici, après avoir coupé le solide avec un plan. Intéressons-nous maintenant à quelques sections particulières. Vous reconnaissez ce solide, bon, j'ai pris ici du beurre. On a la forme d'un pavé droit ou d'un parallélépipède rectangle. Si on réalise la section avec un plan qui va être parallèle, attention, à l'une des faces. Par exemple, parallèle à cette face ici. Réalisons l'expérience. Ici, je tiens ici une lame qui symbolise donc ce plan qui est parallèle ici à la face en question. J'obtiens ici la section qui nous intéresse, la voici. Eh bien, cette section qui se trouve ici est un rectangle. C'est un rectangle qui a exactement les mêmes dimensions que la face ici, à laquelle j'étais parallèle. Regardons bien maintenant, nous avons toujours un pavé droit, un parallélépipède rectangle, mais ce coup-ci, je vais couper avec un plan qui sera parallèle ici à cette arête. Vous la voyez, cette arête ici? Donc je vais couper
en tenant bien ma lame pour qu'on ait un plan qui soit parallèle à l'arête. J'ai toujours ici un parallélépipède rectangle, mais je veux maintenant couper avec un plan qui soit parallèle ici à cette arête. Donc si je coupe avec un plan parallèle à cette arête, je vais prendre ce petit couteau, ce sera plus pratique. J'incline ici cette lame qui représente mon plan. Et évidemment, une fois que j'aurai coupé, vous le voyez ici, j'obtiens un rectangle, vous voyez ce rectangle, dont une dimension ici, cette longueur, correspond à la longueur de l'arête à laquelle j'étais parallèle. Donc si je coupe avec un plan parallèle à une arête, j'obtiens un rectangle, dont une dimension, et la longueur de l'arête. Voyons la section dans le cas d'un cylindre de révolution. Alors ici, pour symboliser ce cylindre, pour avoir une idée de ce qui se passe, j'ai pris un fromage qui a une forme cylindrique. Si je coupe ce solide à l'aide d'un plan, ici, qui soit parallèle à la base du cylindre. D'accord? Ici, vous avez la base du cylindre, bien sûr. Et vous prenez votre plan tel que il soit parallèle à cette base. Vous obtenez, on va utiliser toujours une lame pour donner l'idée de ce plan. Vous obtenez une section. Une section, bien sûr, qui va avoir la forme d'un cercle, d'un disque, devrais-je dire, parce que la section c'est une surface, bien sûr. Donc ce disque ici obtenu est le même que la base du cylindre. Donc ceci se produit quand on coupe avec un plan parallèle à la base. Bon, j'ai encore un cylindre ici, avec sa base, avec sa hauteur. Eh bien, si je coupe ce cylindre avec un plan qui soit parallèle à son axe ici. Faisons-le. Donc je vais couper le cylindre, ici, avec un plan qui soit parallèle à l'axe. Alors voici, qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on va obtenir? On obtient ici une forme rectangulaire, vous la voyez très bien. On obtient donc un rectangle qui va avoir ici pour longueur la hauteur du cylindre. Alors sa largeur va dépendre de la façon dont j'ai placé mon plan. Si je place le plan ici carrément au niveau de l'axe du cylindre, j'aurai un rectangle qui aura pour longueur la hauteur du cylindre, et puis ici la largeur, ce sera bien sûr le diamètre de la base. Là, ce n'était pas le cas. Nous pouvons représenter en perspective ce que nous avons réalisé il y a quelques instants. Nous avons ici un parallélépipède rectangle, et vous avez ici la représentation de la section réalisée en coupant le parallélépipède rectangle avec un plan parallèle à une des faces. Donc on se retrouve bien sûr avec une section qui va avoir la forme d'un rectangle, un rectangle qui aura exactement les mêmes dimensions que la face en question. On réaliser une section du parallélépipède rectangle en utilisant un plan parallèle
à une arête, parallèle à l'arête CE. Eh bien, on obtient un rectangle dont une des dimensions, ici IJ, ici LK, est égale à la longueur de l'arête CE. Représentons maintenant la section d'un cylindre par un plan parallèle à la base. À ce moment-là, on obtient un disque qui a les mêmes caractéristiques que la base. Le même rayon. Ici, je peux réaliser la section à un autre point de l'axe. Nous avons toujours ce plan parallèle à la base. Et on obtient donc la section du cylindre par un plan parallèle à la base. Nous allons maintenant nous intéresser à la section d'un cylindre par un plan parallèle à l'axe du cylindre. On voit à ce moment-là qu'on obtient comme section un rectangle dont une des dimensions est la hauteur du cylindre. Alors, suivant l'endroit où je vais placer mon plan, je vais obtenir un rectangle qui peut être plus ou moins grand. On peut également déplacer le plan de cette façon. Alors quand le plan passe exactement par l'axe, c'est à ce moment-là que la section obtenue est la plus grande. On obtient un rectangle qui va avoir pour largeur le diamètre de la base et comme longueur la hauteur du cylindre. Jusqu'à présent, nous avons beaucoup travaillé en géométrie dans le plan. C'est-à-dire quand vous faisiez des figures, vous les faisiez sur des feuilles de papier. Quand on traçait différentes constructions, c'était toujours sur des surfaces planes. En fait, maintenant, on va essayer de travailler dans l'espace. Alors pour travailler dans l'espace, il faut qu'on arrive à représenter ce que c'est qu'un plan, finalement. On va avoir une infinité de plans dans l'espace. C'est un peu comme si, devant vous, vous teniez votre feuille de papier en l'inclinant dans n'importe quelle direction. Donc, pour avoir une représentation du plan, nous, dans l'espace, on le dessine de cette façon, ici. On a ainsi l'idée d'une feuille de papier qui serait légèrement inclinée, et il nous faut imaginer que cette feuille de papier grandit indéfiniment dans toutes les directions. Et puis on donne ici le nom du plan. Alors, toujours dans l'espace, regardons ici deux plans, un plan P et un plan P'. On dira que ces deux plans sont parallèles parce qu'ils n'ont aucun point commun. Si on pense au pavé droit ou au parallélépipède rectangle, si on regarde les deux faces, celle du dessus ici et puis celle qui est en dessous, on a bien deux faces qui sont dans deux plans parallèles. Si on regarde maintenant la position de cette droite par rapport au plan P, cette droite D qui passe par une des arêtes ici, du pavé droit qu'on a représenté, cette droite D est perpendiculaire à deux droites du plan, en fait. Donc on dit à ce moment-là que cette droite est perpendiculaire au plan. Donc si on prend chaque arête de ce pavé droit, elle sera perpendiculaire au plan P. Enfin, une droite, elle peut aussi n'avoir aucun point commun avec un plan. À ce moment-là, on dira que la droite et le plan sont parallèles. Donc, dans le cas toujours de notre pavé droit, cette arête est parallèle au plan P. Qu'est-ce qu'on appelle la distance d'un point à un plan? C'est la distance entre le point A et le point H, ici, H étant sur le plan, et étant le point d'intersection du plan avec la droite perpendiculaire à ce plan, passant par A.
Alors ceci étant dit, on peut maintenant parler de la section de solide par un plan. La section d'un parallélépipède rectangle par un plan parallèle à une face est un rectangle de même dimension que la face. Vous voyez ici en rouge la représentation de cette section. La section d'un parallélépipède rectangle par un plan qui est parallèle à une arête, à l'arête BC ici, est un rectangle dont une dimension est égale à la longueur de cette arête. Section d'un cylindre de révolution. Si on coupe un cylindre de révolution par un plan qui est parallèle aux bases, on obtient un disque de même rayon que la base. Par contre, si on fait la section du cylindre par un plan parallèle à l'axe, on obtient alors un rectangle dont une des dimensions est égale à la hauteur du cylindre. Voyons maintenant des sections avec des solides un peu plus complexes, comme la pyramide par exemple. Imaginons ici une pyramide de base carrée. Si j'imagine que je coupe la pyramide avec un plan parallèle à la base, j'obtiens bien sûr un carré. Un carré qui sera d'ailleurs une réduction du carré que j'avais à la base. Le côté ici du carré, il est réduit, on passe de BC à FG, et pour trouver le coefficient de réduction, je fais par exemple le rapport FG sur BC, ou EF sur AB, ou bien SF sur SB. Chaque longueur va être réduite et on peut trouver le coefficient de réduction des longueurs en faisant le rapport des longueurs obtenues à l'arrivée sur la longueur au départ. De la même façon, si on réalise maintenant la section d'un cône de révolution, on a comme base un disque, on aura comme section un disque qui sera aussi une réduction. Et les longueurs, comme le rayon, sera bien sûr réduit. IB sur OA, le rapport des rayons, c'est le coefficient de réduction. SB sur SA est égal à IB sur OA. Chaque longueur obtenue sur la réduction du cône est une réduction des longueurs à l'origine. Une petite remarque, quand on réalise la section de la pyramide ou du cône, on obtient deux parties bien sûr, on obtient la pyramide réduite ou bien le cône réduit, et l'autre partie s'appelle le tronc de cône ou tronc de pyramide.